Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job en forme. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Douleurs menstruelles intenses, fatigue chronique, troubles digestifs ou urinaires. Pour des millions de femmes, ces symptômes sont le quotidien d'une maladie encore trop mal connue, l'endométriose. Longtemps tabou, minimisée ou mal prise en charge, cette pathologie gynécologique touche environ une femme sur 10, avec des conséquences parfois lourdes sur la qualité de vie, la fertilité et même la santé mentale. Aujourd'hui, on fait le point avec une personnalité engagée de longue date, Yasmine Kando, présidente d'honneur d'Endo France. Avec elle, nous allons comprendre les réalités de cette maladie, les obstacles au diagnostic, les espoirs thérapeutiques et comment mieux accompagner les personnes concernées. Bonjour Yasmine. Bonjour Aurélien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'endométriose et pourquoi c'est encore si méconnu malgré sa fréquence ? Alors, l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire qui peut être chronique. C'est une maladie systémique parce qu'elle va toucher plusieurs organes. Elle ne va pas se limiter à la sphère pelvienne. Et en fait, c'est une maladie qui tire son nom de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus et qui, en fait, son rôle à cet endomètre, c'est de s'épaissir pour accueillir un embryon. Et s'il n'y a pas de fécondation, cet endomètre ne sert à rien, il va donc se détacher, c'est ce qui va former les règles. Et on parle d'endométriose quand on retrouve ailleurs que dans cette cavité utérine des cellules semblables à l'endomètre qui vont se greffer sur les organes. Alors ça peut être dans les trompes, sur les ovaires, derrière l'utérus, entre le vagin et le rectum, sur les intestins. Ça peut même remonter jusqu'au diaphragme. Et la particularité de ces cellules, c'est que chaque mois, au moment des règles, elles vont se mettre à saigner et cycle après cycle, ces micro-hémorragies vont créer des lésions sur les organes, vont créer des kystes, des nodules et des adhérences qui vont abîmer les organes, les faire se coller entre eux. Et ça va être source d'inflammation, de douleurs qui peuvent être relativement importantes. Ça peut impacter aussi la fertilité dans certains cas. Si on parle de chiffres, on sait aujourd'hui que 40% des cas d'infertilité sont dus à l'endométriose. Et ça va être cycle après cycle, la maladie va s'aggraver en fait. Et pourquoi c'est si méconnu encore, malgré tout ? Alors, c'est une maladie qui est méconnue, on va dire, parce que ça n'est qu'entre guillemets qu'une maladie bénigne, c'est-à-dire qu'elle n'impacte pas le pronostic vital, mais pourtant ses conséquences sont très invalidantes pour certaines personnes atteintes dans le quotidien. Et on a longtemps banalisé en fait la douleur que pouvaient ressentir les femmes et notamment la douleur des règles. C'est un peu comme si le vieil adage biblique « tu enfanteras dans la douleur » se transformait chaque mois en « tu auras tes règles dans la douleur » et c'est normal. On a vraiment entendu de la part de médecins qui n'étaient pas formés à la maladie dire avoir mal au ventre pendant ces règles, c'est normal. Sauf qu'on n'a pas placé le curseur sur le mot normal là où il le fallait. Quand c'est une maladie qui conduit à l'absentéisme, qu'il soit scolaire ou professionnel, quand on ne peut pas aller au lycée, quand on est jeune, quand on ne peut pas aller travailler parce qu'on a tellement mal, ça n'est pas normal. Et puis à l'heure des charges, parce que peut-être c'est une maladie bénigne, on ne s'y est pas assez intéressé, l'endométriose n'était pas enseignée. Il aura fallu attendre 2020 pour que l'endométriose intègre les études médicales de second cycle. 2020, c'était hier. Donc, il va falloir attendre encore quelques années pour que ces médecins formés soient sur le terrain. Et c'est tout ça qui a contribué à ce retard de diagnostic. Quels sont les principaux symptômes et est-ce qu'il existe un stade où il faut s'inquiéter pour consulter ? On pense par exemple aux femmes qui peuvent parler de règles douloureuses. À quel moment ça devient une suspicion éventuelle d'endométriose par exemple ? Alors c'est vrai que toutes les règles douloureuses ne cachent pas une endométriose fort heureusement, mais à partir du moment où on prend un paracétamol ou un antispasmodique de base et que ça calme la douleur, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Là on est dans une douleur physiologique normale.
En revanche, à partir du moment où on en vient à prendre des anti-inflammatoires, de plus en plus souvent, de plus en plus sur une période de plus en plus longue, là on peut commencer à s'interroger, surtout si ça revient chaque mois, que ça s'aggrave et que finalement même les anti-inflammatoires n'agissent plus. Là, il faut consulter parce que quoi que ce soit, ça n'est pas normal d'en arriver à prendre ce type de médicaments. On peut prendre des médicaments à base d'opium ou de morphine parfois, mais ça n'est absolument pas normal. Les principaux symptômes, lesquels sont-ils ? Alors, les principaux symptômes que l'on va retrouver dans la très grande majorité des cas, ce sont les dysménorrhées, c'est-à-dire les douleurs sévères pendant les règles. Ça, quasiment 8 femmes sur 10 atteintes d'endométriose les ressentent. C'est vraiment une douleur sévère pendant les règles. Ensuite, on va avoir des douleurs pelviennes, localisées dans le petit bassin plus largement, qui vont s'étendre aussi un peu en dehors des règles, de la période des règles. On va avoir des troubles digestifs, urinaires, selon les localisations aussi des lésions. On va avoir des dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs pendant les rapports sexuels avec pénétration profonde. Et on peut avoir aussi une fatigue qui s'installe, une fatigue chronique, parce que toutes ces douleurs, il va falloir les gérer. Et le corps, il se fatigue à gérer ça. Donc, on est fatigué de façon chronique, on dort très mal, le sommeil est perturbé et même si on dort, il n'est pas récupérateur. Donc ça, c'est vraiment les principaux symptômes. Dans 40% des cas, on retrouve effectivement de l'infertilité. Alors c'est à la fois une conséquence de la maladie mais aussi un symptôme puisqu'il existe des cas où l'endométriose va se développer sans bruit, sans trop de douleur. Mais c'est au moment où le couple voudra concevoir un enfant que là, on va découvrir que l'infertilité est due à l'endométriose. Et bien sûr, ça c'est les principaux symptômes, mais il y a aussi d'autres formes de la maladie, des formes extra-péritonéales notamment, c'est-à-dire où on sort du petit bassin. Et quand on a une endométriose par exemple au niveau du diaphragme, on va commencer d'abord par avoir une douleur dans l'épaule droite, une douleur projetée, parce qu'il y a un nerf qui passe à proximité qui va envoyer un message douloureux. Et ça peut finir par un pneumothorax si la lésion continue à évoluer sans qu'on puisse la découvrir en fait. Vous avez évoqué les difficultés dans la vie intime ou les troubles du sommeil. Quels sont les impacts de la maladie dans la vie quotidienne et notamment au travail également ? Alors, effectivement, au travail, c'est un vrai sujet parce que, d'abord, c'est une maladie invisible. Et c'est vrai que on ne peut pas imaginer qu'une personne, qu'une femme qui arrive dans une entreprise souffre d'endométriose et puisse subir ce genre de choses tous les mois. Nous avons mené une enquête en 2020 qui s'appelle Endovie avec Ipsos et Gédéon Richter. Et cette enquête, elle a interrogé 1557 femmes. Et elles étaient 65% à reconnaître que l'endométriose impactait négativement leur quotidien professionnel. De plusieurs façons. Des difficultés à se concentrer. Elles ont tellement mal que la douleur prend la tête et on ne pense qu'à ça. Elles avaient besoin de quitter leur poste de travail de façon récurrente. Des difficultés à se lever le matin tout simplement pour se rendre au travail. Donc là encore à cause de la douleur, de la fatigue qui est très présente. Des difficultés à tenir le poste de travail tout simplement. Être assis sur une chaise de bureau classique, ça peut sembler confortable à tout un chacun, mais quand on a été opéré, multi-opéré, c'est pas assez confortable. Ça va réveiller des douleurs neuropathiques, chroniques, qui vont venir dresser une surenchère sur le tableau douloureux. Ensuite, quand on a des atteintes digestives ou urinaires, on va avoir des envies fréquentes d'aller aux toilettes, et ça c'est perçu comme honteux aussi sur le lieu du travail. Donc tout ça, ça va venir gêner, impacter le quotidien professionnel, sans parler de la douleur elle-même. Pour la qualifier, cette douleur, une crise d'endométriose, ça ressemble à un accouchement sans péridurale. Et pour les hommes, on pourrait, pour essayer qu'ils aient une idée de l'intensité de la douleur, on pourrait essayer de comparer ça à des colites néphrétiques, des calculs rénaux. Le sujet est tabou en entreprise, comme vous l'avez évoqué, ou en tout cas il peut l'être. Quel est le rôle que peut jouer une entreprise par rapport à leurs salariés qui seraient atteintes d'endométriose ? La première des choses, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, c'est la sensibilisation. Pas seulement pour les femmes atteintes, mais aussi pour les collègues, pour les managers, pour qu'on sorte un petit peu des idées reçues que l'on peut avoir sur l'endométriose. D'abord, encore une fois, c'est une pathologie invisible. C'est subjectif la douleur et puis surtout
il y a autant de formes de la maladie que de personnes atteintes. Dans cette enquête Endovie, tout le monde connaît le mot endométriose. On les a interrogés, tout le monde connaît le mot endométriose, mais sans savoir réellement ce qui se cache derrière et les conséquences que ça peut avoir. On n'imagine pas le pneumothorax dû à une atteinte du diaphragme. C'est vrai, quand on parle d'endométriose, on a des clichés, des idées reçues. C'est juste une histoire de règles douloureuses. Non. Parce que le traitement de base dans l'endométriose, il consiste à stopper les règles, mais malgré ça, la douleur, elle reste là. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Donc sensibiliser, c'est important parce que ça va amener de l'information et une meilleure connaissance pour amener un petit peu plus de bienveillance, casser les idées reçues et apporter un petit peu plus d'empathie dans le monde du travail. La sensibilisation, c'est une chose. Ensuite, il y a des choses concrètes qu'on peut mettre en place, comme par exemple... adapter les postes de travail des femmes atteintes, des personnes atteintes, changer un siège qui ne va pas être assez confortable, peut-être aménager les horaires de travail, les missions aussi. C'est vraiment... Comme chaque cas est unique, je dirais que c'est dans le dialogue que chacun va trouver des solutions pour améliorer son quotidien. Et il faut vraiment ne pas hésiter à ouvrir la parole, ouvrir un espace où les salariés concernés pourraient venir discuter de ce qui leur permettrait de se sentir mieux dans le poste de travail. On en parle à son manager, à son RH ou au référent handicap ? Alors quand il y a un référent handicap, effectivement, je pense que c'est plus facile d'aborder la question. On est assuré d'avoir une oreille attentive. Dans une deuxième enquête qui a été menée par une sociologue pour le Centre d'études de l'emploi et du travail, on a travaillé avec elle sur un questionnaire pour interroger cette fois 1662 femmes. Elles étaient 64% à avoir osé dire l'endométriose à leur employeur. Et il y a seulement un quart des employeurs qui ont proposé des aménagements de poste. C'est peu. Et 20% qui ont réagi de façon négative, voire très négative. Alors, réagir de façon négative, ça veut dire l'endométriose, c'est votre problème, ça n'a pas à entrer dans le travail. Sauf que, quand on a une douleur que j'ai qualifiée tout à l'heure, telle qu'un accouchement, telle qu'une crise de calculs rénaux, c'est difficile de dire à cette douleur, je te retrouve ce soir après le boulot. Elle est là et elle se manifestera. Donc ça, c'est déjà une difficulté. Les employeurs, ils ont réagi négativement aussi, par exemple, en mettant au placard, c'est-à-dire en supprimant des responsabilités ou des missions parce que vous êtes trop absente, donc je confie ce projet à votre collègue. Ou alors, ça a été même parfois pour certaines des non-reconductions de contrats quand elles étaient en CDD ou des licenciements pour désorganisation de l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est important de sensibiliser pour qu'il y ait une meilleure connaissance de l'impact de cette pathologie. Absolument. Et puis même on peut imaginer le côté déceptif aussi des personnes qui ont osé s'exprimer et puis de rien avoir derrière en retour. Exactement. C'est terrible à vivre. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'effectivement, le référent handicap, normalement, son rôle, il est davantage d'être à l'écoute des personnes en situation difficile liée à une pathologie. Mais c'est vrai qu'aller frapper à la porte du manager, tout le monde n'a pas cette oreille attentive, alors qu'on devrait, quoi. Et puis, on ne peut pas négliger non plus les collègues hommes, parce que eux peuvent être conjoints, papa, frères, avoir une fille, avoir une amie tout simplement atteinte, et ils ont besoin aussi, ils ont un rôle à jouer aussi dans cet accompagnement, à la fois dans le milieu professionnel, mais aussi en dehors. Et justement, c'est une bonne transition. J'ai vu sur votre site qu'il y a le rugbyman Thomas Ramos qui témoigne notamment pour sa conjointe. Quel rôle les hommes ont-ils face à cette maladie ? Comment ils peuvent s'impliquer, comment ils peuvent soutenir les proches, leurs conjointes, les personnes qui peuvent être atteintes, les collègues ? Alors c'est vrai que Thomas Ramos, il a eu cette démarche tout à fait honorable et dont on est très fier, de frapper à notre porte pour devenir parrain de l'association, pour accompagner effectivement sa femme à titre individuel. Mais ce qu'il voulait, c'était surtout porter la voix des conjoints et des conjointes, leur dire qu'ils avaient un rôle à jouer et qu'ils étaient le premier soutien d'une femme atteinte d'endométriose. On le sait bien, il y a des couples qui se brisent à cause de la maladie parce que elle est tellement présente, l'autre se sent tellement impuissant face à la douleur que c'est trop pour lui parfois ou pour elle, et que les couples se brisent. Et effectivement, c'est ce rôle-là que Thomas voulait mettre en avant, impliquer le conjoint.
parce que c'est le premier soutien c'est ce qu'il dit, c'est le premier soutien d'une femme atteinte d'endométriose. Et qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les aider. En premier lieu, déjà s'informer. En s'informant, on va pouvoir aider l'autre, lui montrer un intérêt dans la pathologie et trouver des solutions ensemble. Ensuite, c'est tout bête, mais être à l'écoute. Quand on voit la difficulté à un moment, la douleur qui arrive, aller chercher une bouillotte, aller chercher les médicaments, un verre d'eau, n'importe quoi, être à l'écoute de la souffrance de l'autre et puis prendre le relais si dans l'environnement familial, s'il y a des enfants ou tout simplement sur les tâches ménagères. Ça, c'est déjà une première étape, épauler l'autre. C'est ça. Et puis accompagner aux rendez-vous médicaux ou si on ne peut pas, mais au moins s'informer pour cheminer à côté de l'autre dans les étapes parce que parfois il y a des décisions à prendre qui sont compliquées, des chirurgies qui peuvent être complexes et tout ça, on a besoin de pouvoir en discuter ensemble. Et on pense à tort souvent que soutenir, c'est conseiller ou apporter des solutions, alors qu'il suffit juste de prêter une oreille attentive et d'être à l'écoute, tout simplement. Exactement. Et puis oser échanger ensemble. C'est vrai que c'est une maladie de l'intime qui touche l'intimité. On parlait tout à l'heure des douleurs pendant les rapports sexuels. Il faut oser pouvoir dire ça pour que l'autre comprenne aussi et ne se sente pas coupable, pour que, déjà la femme atteinte se sent suffisamment coupable comme ça, mais que l'autre, le conjoint, ne se sente pas responsable et puisse trouver ensemble des solutions, voir des thérapeutes, réinventer la sexualité, sortir des diktats que nous dresse la société. Voilà, mais tout ça, c'est dans le dialogue et dans l'échange qu'on peut l'avoir et dans l'écoute, effectivement. Ouais. Le diagnostic met beaucoup de temps, il peut mettre beaucoup de temps. Il y a une errance médicale qui dure en moyenne 7 ans, ce qui a été votre cas. Qu'est-ce qui bloque encore ? Alors, il y a beaucoup de choses, mais j'ai vraiment l'espoir que ce chiffre de 7 ans, il baisse maintenant. Qu'est-ce qui a bloqué encore une fois ? C'est la banalisation des douleurs. On a été dans une vraie errance médicale parce que les médecins se renvoyaient la balle, où personne ne faisait le lien que tout cela, tous les symptômes que la patiente décrivait étaient amplifiés au moment des règles. Aujourd'hui, il y a quand même une meilleure connaissance de la maladie, on en parle beaucoup plus. Il existe quelques irréductibles gaulois qui continuent à penser que l'endométriose est une maladie à la mode, mais de plus en plus, les médecins, heureusement, sont informés, au moins s'ils ne sont pas formés, et peuvent orienter. Mais j'ai beaucoup d'espoir pour que ce chiffre de 7 ans baisse grâce à la stratégie nationale qui a été annoncée en 2022 par le président de la République et qui permet justement de structurer des filières de soins dans chaque région de France afin de permettre à une femme, à une personne atteinte d'endométriose à un instant T, de rencontrer le professionnel dont elle a besoin dans son parcours. C'est-à-dire qu'elle va rencontrer un médecin qui sera capable de poser le diagnostic, de tenter un traitement de première intention ou d'orienter vers un professionnel compétent si ça ne suffit pas. Ça, je pense vraiment que c'est en train de se structurer. En Ile-de-France, par exemple, on a 4 filières de soins. Ça va rendre visibles les professionnels de santé qui sont compétents. Il y aura moins d'errance et donc potentiellement un meilleur diagnostic plus rapide. Et puis, il y a aussi le fait que, malheureusement, aujourd'hui, et ça, c'est un vrai sujet, au-delà de l'endométriose, c'est le système de santé, c'est-à-dire qu'on manque de gynécologues, on manque de médecins qui prennent de nouvelles patientes. Et ça, c'est un vrai problème dans l'endométriose parce que une fois qu'on a été opéré, par exemple, c'est pas le chirurgien qui fera le suivi. Il faut trouver un gynéco en ville ou il faut trouver un médecin généraliste en ville. Sauf que ceux-ci ne prennent plus de nouvelles patientes et on a du mal à orienter, nous déjà en tant qu'association, et les filières ont aussi ce problème de trouver des médecins qui acceptent de prendre de nouvelles patientes. À cause de la pénurie médicale. Et voilà. Est-ce qu'il y a des traitements qui existent aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont réellement efficaces ? Et puis, où en est la recherche ? Est-ce qu'il y a encore de bons espoirs, de bonnes avancées ? Alors, sur les traitements, aujourd'hui, on ne sait pas guérir la maladie. On n'a pas de traitement curatif. La maladie est encore trop peu connue pour pouvoir anticiper tout cela et guérir l'endométriose. La chirurgie va guérir l'endométriose à un instant T, mais on n'est pas à l'abri de récidive, c'est-à-dire que l'endométriose, quelques années après, réapparaissent, parfois au même endroit, parfois dans de nouveaux endroits, et à nouveau, on déclare une endométriose et on repart.
Le traitement aujourd'hui, tel qu'il est défini par la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens français, ça réside en une alliance thérapeutique entre le traitement médicamenteux, la chirurgie et les soins de support. Le traitement médicamenteux, il est de 2 ordres. Il est antalgique, bien sûr, pour les douleurs, avec toute la complexité qu'au bout de 3 mois, une douleur devient douleur chronique et que là, ça n'est plus du tout les mêmes molécules qui vont agir. Donc, on a besoin de médecins spécialisés dans la douleur, des algologues. Le traitement hormonal, le traitement de base recommandé par la Haute Autorité de Santé, c'est celui qui consiste à stopper les règles. Une mise en aménorrhée qui n'a rien à voir avec la ménopause, mais qui va empêcher la variation hormonale qui donne l'ordre à la muqueuse utérine de se détacher pour former les règles. Et donc, prendre une pilule en continu, c'est le traitement de base de l'endométriose pour éviter que les lésions qui sont éparpillées dans le corps ne saignent chaque mois au moment des règles et potentiellement éviter la prolifération de la maladie, le grossissement des lésions, des nodules, etc. Ça, c'est vraiment le traitement de base. La difficulté, c'est que il faut trouver la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire un traitement hormonal, il a des effets secondaires. Donc il faut accepter certains effets secondaires ou trouver la balance bénéfice-risque, celle qui amènera le plus d'effets soulageants attendus et le moins d'effets secondaires possible. Ça, c'est compliqué. Parfois, il faut essayer plusieurs traitements avant de trouver celui qui nous convient bien. Et on sait qu'un traitement est efficace au bout de 4-5 mois, donc c'est long. Et malheureusement, parfois, on est en échec de traitement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que chaque cas est unique, c'est-à-dire qu'il y a autant de formes de la maladie que de femmes atteintes ou de personnes menstruées atteintes. Et pour autant, par la force des choses, il y a autant de traitements individualisés. Celui qui me convient à moi ne conviendra pas à quelqu'un d'autre. Quand on a un échec de traitement, c'est la chirurgie qui intervient, c'est la prise en charge de deuxième intention. Ce traitement chirurgical, il doit être réalisé par des experts parce que parfois, opérer l'endométriose, c'est opérer dans de la dentelle. Quand on a de l'endométriose autour des uretères, c'est le petit tuyau qui va du rein à la vessie pour éliminer l'urine. C'est pas plus gros qu'un spaghetti. Quand il y a de l'endométriose autour, ça peut compliquer la donne. D'abord, ça fait très mal. C'est ce qu'on appelle la dysurie, la douleur à la miction. Ça fait très mal quand on va faire pipi. Mais ensuite, quand l'urtère est tellement comprimée, l'urine ne s'évacue plus, elle remonte vers le rein se dilate et là on est obligé de supprimer le rein. Donc ça peut avoir des conséquences quand même assez importantes. Et opérer un urtère qui est si petit, ça demande de la dextérité. Donc c'est pas n'importe quel chirurgien qui peut opérer cela. Donc la chirurgie, c'est en deuxième intention. Il faut une chirurgie la plus complète possible de façon à éliminer l'ensemble des lésions, parce qu'il en reste une seule. Ça va continuer. Donc ça, c'est très compliqué. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas à l'abri de récidives. Et autour de tout ça, chirurgie, médicaments, il y a ce qu'on appelle les soins de support. C'est ce qui va nous aider dans le quotidien à gérer la douleur, à gérer le mieux vivre avec la pathologie. Donc ça va être tout ce qui va être ostéopathie, kinésithérapie, qui vont redonner de la mobilité aux organes. Ça va être le sport adapté, les cures thermales, ça va être la relaxation à visée hypnose ou sophrologie qui vont permettre d'apprendre à gérer la douleur, à s'en détacher et puis gérer toute l'anxiété que peut amener cette pathologie. Donc c'est vraiment une alliance thérapeutique aujourd'hui que recommande la Haute Autorité de Santé. Alors la recherche, aujourd'hui, on en est, il faut le dire, au balbutiement. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on ne connaît pas la cause de la maladie, on ne sait pas d'où elle vient. C'est une maladie multifactorielle, mais on n'a pas de traitement curatif parce qu'on ne sait pas comment ça se développe réellement. Donc là, c'est tout l'enjeu de la recherche. On a un vrai budget recherche dédié à l'endométriose depuis la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, donc depuis 2022. Le budget a été décidé, ils ont été votés et ensuite il faut choisir les projets de recherche et ça c'est en cours seulement, donc voilà, on débute quoi. Voilà, on débute seulement. D'accord. Nous on a commencé à financer des équipes qui travaillaient sur la recherche fondamentale ou la recherche clinique en endométriose à partir de 2016. Depuis 2016, on a versé grâce à nos donateurs plus de 444 000 € à la recherche, ce qui est peu au regard du prix d'un projet de recherche, mais ça permet aux équipes de démarrer, d'essayer des hypothèses et de prétendre à des financements plus importants. Donc on est ravis d'avoir fait ça, mais c'était pas assez et il était temps que on ait de vrais budgets dédiés à la recherche de façon plus globale. Oui. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à une personne qui vient de recevoir un diagnostic d'endométriose ? Alors je lui dirais de ne
pas s'inquiéter et surtout de ne pas se laisser définir à travers sa maladie. Elle n'est pas que ça. Même si la maladie prend beaucoup de place dans la vie, on le sait bien, elle n'est pas que ça. Et nos bénévoles vont pouvoir l'accompagner justement pour trouver des solutions pour vivre mieux avec. Aujourd'hui, plus on a un diagnostic rapide et plus on peut mettre en place des choses pour vivre mieux avec cette pathologie. Donc surtout ne pas s'inquiéter, s'informer, bénéficier du soutien associatif des associations telles qu'Endo-France, ça va l'aider dans son quotidien. Très bien. Et justement, le soutien qu'elles peuvent avoir auprès d'Endo-France, quels sont-ils et comment elles peuvent prendre contact avec vous ? Alors, la prise de contact, elle se fait de plusieurs façons. On a bien sûr des réseaux sociaux, mais le plus simple, c'est quand même notre site internet. D'abord, elles auront une mine d'informations et il faut savoir que toutes les informations médicales qui apparaissent sur notre site internet ont été relues, corrigées, validées par des médecins, puisque ça, pour nous, c'est vraiment important que de délivrer une information la plus juste et la plus fiable possible. On est agréé par le ministère de la Santé, par le ministère de l'Éducation nationale, donc on a un positionnement vraiment de délivrer une information la plus juste possible. Déjà, elles ont des informations. Ensuite, elles peuvent, quelle que soit leur région de France, contacter des bénévoles pour pouvoir échanger sur la pathologie, sur leur parcours de soins, être orientées vers des médecins ou des professionnels de santé compétents en matière d'endométriose, et puis recevoir des informations qu'elles n'auront pas forcément eues lors d'une consultation parce que la consultation est minutée malheureusement et que des questions arrivent après. Donc ça, on peut les aider. Et puis on organise des événements pour elles, on organise des rencontres amicales qui ressemblent à des groupes de parole en fait. On leur offre un espace où elles vont pouvoir poser toutes leurs questions, échanger sur leur vécu et partager avec d'autres femmes atteintes, avec d'autres entourages, de partager le quotidien avec la maladie, les astuces pour mieux vivre et tout en bénéficiant d'une information validée grâce à la bénévole qui est présente et qui aura été formée. Toutes nos bénévoles sont formées. Très bien, donc elles peuvent trouver toutes les informations sur le site d'Endo-France et puis adhérer sur le site internet directement. Exactement, effectivement, l'adhésion est importante, d'abord parce que c'est ça qui fait vivre l'association depuis 24 ans maintenant, mais aussi parce qu'en adhérant, elles vont bénéficier d'autres services qu'on réserve à nos adhérents. On organise par exemple en visio des rencontres échanges avec des professionnels de santé ou des professionnels qui vont les aider dans leur parcours de soins. On a fait par exemple des visios avec des chirurgiens, avec des radiologues, avec des assistantes sociales pour les aider à monter des dossiers comme la RQTH ou l'ALD qui vont pouvoir les aider dans leur quotidien. On organise également des sessions d'échange spécifiques pour l'entourage parce que les aidants, il faut prendre en compte aussi ce qu'ils vivent et toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Et puis, on a des rencontres spéciales ados aussi parce que la maladie, elle débute parfois à l'adolescence, enfin souvent à l'adolescence, et que c'est pas le même schéma qu'une femme de 30 ans et qu'il faut pouvoir les accompagner aussi, dédramatiser tout ça et les aider à mieux vivre leur situation. Et puis, on leur offre aussi la possibilité de dialoguer individuellement avec une bénévole, vraiment là, cette fois, axée sur leur parcours de soins, sur toutes les questions qu'elles peuvent avoir liées à la maladie. Très bien. Écoutez Yasmine, merci énormément. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci Aurélien, merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.